Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Desarts, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin, président du Rassemblement national, eurodéputé. On va parler de toute l'actualité, on va parler de l'immigration. Je voulais qu'on parle tout d'abord de la situation économique du pays, situation économique de la France. C'est aujourd'hui que l'examen du budget va débuter à l'Assemblée nationale. La situation politique et économique du pays est grave, est complexe. Dans quel état est la France selon vous ? Dans un état de quasi-faillite budgétaire. Emmanuel Macron a mis notre pays, lui et ses prédécesseurs, d'ailleurs on peut lui faire grâce d'une partie du bilan depuis maintenant plusieurs années sur la pente de la déraison budgétaire. Ça fait plusieurs années que notre pays vit au-dessus de ses moyens et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où nous avons le record de la dette, le record des déficits publics, le record du déficit commercial et des contraintes budgétaires qui sont toujours plus importants sur nos décideurs politiques. Et puis je crois qu'il y a une question de fond qui n'a pas été suffisamment abordée ces derniers jours, c'est que beaucoup de nos compatriotes se demandent où passe leur argent. La France est l'un des pays dont le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés de l'OCDE, 46% de prélèvements obligatoires. La France est l'un des pays qui prélève le plus sur ceux qui travaillent, sur ceux qui fournissent de l'effort. Et derrière, le service public est toujours plus défaillant, l'hôpital fonctionne de moins en moins bien, la sécurité est de moins en moins assurée, la justice est de plus en plus lente. Donc il y a une question maintenant que se posent tous les Français, c'est où passe leur argent ? Et je crois que dans ce budget qui nous a été proposé par le Premier ministre, qui est un budget qui, à mon sens, fait les poches de la France du travail, les véritables questions de réforme structurelle pour lutter contre la mauvaise dépense publique et contre les gaspillages de l'argent de nos compatriotes ne sont pas mis en œuvre. On va en parler du budget. Je voulais que vous nous parliez juste avant cela d'une tribune sur l'économie que vous avez signée, une tribune dans le Figaro qui défend des valeurs économiques plutôt libéral. Vous dénoncez les normes qui bloquent les initiatives, vous dénoncez les taxes, vous dénoncez en clair le manque d'incitation au travail. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir évolué sur ces différents points ? Je pense qu'il y a deux leviers essentiels pour affronter le mur de la dette que je viens d'évoquer. Il y a évidemment la question de la réduction de la mauvaise dépense publique, la lutte contre les gaspillages, les fraudes, l'immigration, l'obésité de l'État, les normes, l'argent toujours plus important qu'on donne à l'Union européenne quand nos voisins diminuent leurs contributions. On en reparlera. Et je crois qu'il y a aussi le levier essentiel dont personne ne parle, qui est celui de la croissance. Qui s'enrichit paye ses dettes. Notre dette est calculée sur notre PIB, sur notre richesse. Or, toutes les normes qui sont prises, qui se multiplient au niveau français comme européen, l'incapacité de l'État à avoir des prix de l'électricité qui soient adaptés aux besoins de notre industrie, aux besoins de notre croissance, le coût du travail qui va augmenter, tout cela va peser sur la croissance. Or, moi, je pense que pour affronter le mur de la dette, on aura besoin de nos entreprises et on a besoin, par définition, d'une politique au service des TPE-PME, au service des commerçants, au service des artisans, au service de nos entreprises, au service de tous ceux qui créent de la richesse dans notre pays. Et si vous voulez, pendant qu'on débat dans les médias, sur les plateaux de télé, en commission, de cette folie de taxes, j'entendais, je lisais dans le Figaro sous la plume d'une de vos confrères l'argument de la tax-up nation. Genre, la France crée des taxes toutes les 4 matins, on en est même à parler d'une taxe sur les animaux, une taxe sur les chiens. On voit que les autres pays, on a vu les progrès considérables qu'ont fait les États-Unis avec SpaceX d'Elon Musk. Je ne veux pas que mon pays devienne le somnambule de l'Europe, le somnambule du 21e siècle. Et je veux défendre cette idée d'une attractivité pour la France, d'un retour à la croissance. Et pour ça, il y a des idées très simples. Il faut simplifier notre économie. Moi, je suis député européen. Le Parlement européen multiplie les productions de normes. On l'a encore vu la semaine dernière, j'étais au Salon de l'automobile. L'interdiction de la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035 provoque un bouleversement majeur aujourd'hui de notre industrie automobile qui fait planer le risque sur nos sociétés, sur notre continent, qu'on roule tous en véhicules chinois dans quelques années. Il faut sortir des règles européennes de tarification de l'électricité. La France doit pouvoir bénéficier de son atout nucléaire pour avoir une énergie pas chère, pour redevenir un paradis énergétique au service de nos compatriotes, mais aussi au service de la croissance. Et puis d'une manière plus générale, je pense qu'il faut arrêter la naïveté commerciale, il faut faire le patriotisme économique. Ceux qui produisent en France, ceux qui produisent en Europe doivent avoir un avantage dans les marchés publics. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours le président ukrainien avec mes collègues présidents de groupe au Parlement européen. 80% des hausses de budget liées à l'augmentation des moyens de défense depuis le début de la guerre en Ukraine, dans tous les pays d'Europe, c'est fait au service quasi exclusif d'entreprises étrangères et notamment d'entreprises américaines. Je veux que les commandes publiques puissent pouvoir
bénéficier dans un premier temps et en priorité aux entreprises qui créent sur le sol européen. Jordan Bardella, invité de la grande interview CNews Europe 1. Sur le budget lui-même, 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires, 20 milliards de taxes et d'impôts en plus, et 40 milliards de réduction des dépenses publiques. Déjà, sur la répartition globale, ça vous convient ou pas ? Non, ça ne me convient pas parce que c'est un budget qui fait les poches de la France du travail. Et moi, je ne peux pas voter et on ne peut pas accepter un budget qui prévoit l'augmentation des taxes sur l'électricité, qui prévoit, dans le contexte actuel, à l'heure où l'an dernier, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont renoncé à se chauffer parce que la facture était beaucoup trop importante, avec des augmentations permanentes de taxes sur l'électricité ou le gaz, un budget qui prévoit l'augmentation du coût du travail, qui va pénaliser les automobilistes, j'en ai parlé, et évidemment qui va aussi pénaliser les épargnants. Et moi, je me suis opposé à tout rehaussement du niveau, notamment de la flat tax, parce que je pense qu'on fragilise aussi les épargnants. Et la difficulté de ce budget, c'est qu'on est pris en étau entre des choix injustes sur le plan social par le gouvernement et une folie fiscale de la part de la NUPES, de l'extrême gauche, une sorte de sadisme fiscal, où la France insoumise et l'ensemble de ses amis rivalisent d'inventivité pour créer de nouveaux impôts et créer de nouvelles taxes. Or, à côté de ça, je pense que les économies dans les mauvaises dépenses de l'État ne sont pas faites. Le tabou de l'immigration de guichet social. Avant d'aller demander des efforts toujours à nos compatriotes, je souhaite qu'on puisse réserver les allocations familiales, les aides sociales, notre modèle de solidarité nationale, d'abord à nos concitoyens, avant de vouloir prendre en charge la terre entière dans un contexte économique où l'argent manque et l'État a de moins en moins de moyens. Deuxièmement, je souhaite qu'on puisse mieux lutter contre les fraudes. Nous souhaitons mettre en œuvre la carte vitale biométrique pour limiter le nombre de fausses cartes vitales en circulation. Ça permettrait de faire beaucoup d'économies à l'égard de la lutte contre la fraude. Il faut aussi lutter contre toutes ces dépenses dans les agences d'État. L'autre jour, je lisais un papier de vos confrères, je crois, de la Tribune, qui évoquait ce maquis d'opérateurs publics de 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an pour des agences gouvernementales, pour des commissions, pour des organismes publics en tout genre, dont on sait qu'une très grande partie sont aussi utilisés pour recaser les amis du pouvoir, les gens qui sont défaits aux élections. Et je pense qu'il y a là énormément d'économies à faire. Donc, il n'y a aucune réforme structurelle. On cherche à faire quelques ajustements. On va pénaliser à la fois nos compatriotes, nos épargnants, et évidemment, on va pénaliser la croissance. Est-ce que vous souhaitez donc, est-ce que le RN pourrait censurer ce budget ? Écoutez, il va y avoir une discussion budgétaire qui s'ouvre dans maintenant quelques heures à l'Assemblée nationale. Nous avons fait le job en commission, nous avons défendu des amendements, nous avons traduit sur le plan budgétaire les propositions sur lesquelles nous avons reçu près de 11 millions de suffrages lors des dernières élections législatives. Mais encore une fois, si des lignes rouges étaient franchies, bien sûr que le gouvernement s'expose et s'exposerait à une censure de notre part. Enfin, ce budget, il n'a ni cap ni cohérence. Il fragilise à la fois les épargnants, la France du travail et les entreprises. Donc, en cela, le gouvernement, on verra l'état de la... Je ne vais pas faire le vote avant le vote. On verra s'il y a un vote, il n'y a pas de vote. Et ensuite, évidemment que ça peut faire partie des possibilités, des pistes qui sont sur la table. Mais je retiens que vous n'excluez pas la censure du budget. Ah, mais je n'exclus par principe jamais la censure. Vous savez, le Premier ministre, il est sous la surveillance démocratique du Parlement. Le Rassemblement national a le premier groupe à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas eu, et je n'ai pas eu suffisamment de sièges à l'Assemblée pour pouvoir constituer un gouvernement. Par conséquent, nous avons dit que ce gouvernement, s'il continuait la politique d'Emmanuel Macron, alors il s'exposerait à une censure de notre part. Si en revanche, il portait l'idée d'une rupture à la fois sur les enjeux économiques, les enjeux sociaux, la question de l'immigration et de la sécurité, alors nous soutiendrions ce qui va dans le bon sens. Or, pour l'instant, les premiers signaux qui nous sont donnés ne sont pas, il faut le dire, extrêmement encourageants. Jordan Bardella, vous avez parlé de lignes rouges. Quelles pourraient être ces lignes rouges ? Par exemple, l'aide médicale d'État ? Si on augmente le budget de l'aide médicale d'État, c'est une ligne rouge pour vous ? L'aide médicale d'État, c'est un symbole. Enfin, c'est un symbole pour les Français parce que il y a un Français sur 3 qui a renoncé à se soigner l'an dernier parce que le reste à charge est trop important. Et quand dans le même temps, on vient leur expliquer que on sacralise et même on augmente une enveloppe qui est dédié à la prise en charge des étrangers en situation irrégulière à qui on va offrir la gratuité des soins, c'est un motif de colère et d'injustice pour des millions de Français. Et on voit bien que
lorsque le gouvernement s'apprête à augmenter de 100 millions d'euros, alors ils ont reculé parce qu'on est monté au créneau, et voyez là toute l'utilité d'avoir 143 députés du RN et de ses alliés à l'Assemblée nationale. Mais quand on fait cela dans une période où, de l'autre côté, on va fragiliser le pouvoir d'achat des classes populaires, augmenter le malus sur les véhicules automobiles, les véhicules que tout le monde utilise, la Sandero, la 208, qu'on augmente les taxes sur l'électricité, mais c'est d'une injustice inouïe lorsque dans le même temps, on augmente ce budget de l'aide médicale d'État et que de l'autre, on ajuste le ticket modérateur et qu'on dérembourse des soins qui vont évidemment se retrouver à la charge des mutuelles, qui vont répercuter ces hausses sur les contrats de nos compatriotes et sur les contrats santé. Mais je veux dire, je ne comprends pas que quand on fait de la politique, on puisse prendre ce type de décision. Donc oui, la hausse du budget de l'aide médicale d'État est pour nous une ligne rouge. Une ligne rouge. Si le budget de l'aide médicale d'État est le même que cette année, c'est-à-dire que pour 2025, c'est-à-dire on n'y touche pas, ça vous irait ou pas ? Non, mais moi, je suis pour on discutera au cas par cas. Moi, je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Je veux dire, évidemment que demain, si vous avez un étranger en situation irrégulière qui est mourant sur le bord de la route, ça a toujours été la position et l'attitude de la France. Évidemment, c'est une question d'humanité, de dignité. Il sera évidemment soigné. Il faut arrêter de nous faire croire que si on n'a pas l'aide médicale d'État, eh bien, on laisserait des gens mourir dans la rue. L'aide médicale d'État, ça a été mis en place à la fin des années 90. C'est devenu un totem pour la gauche qui considère que vous êtes étranger en situation irrégulière en France, on doit vous offrir la gratuité des soins jusqu'à l'opération qui vise à se faire recoller les oreilles. Oui, ou refaire le nez, l'exemple est souvent utilisé. Et tout aux frais de la princesse, bien sûr. Le report de janvier à cet été de l'augmentation des retraites. Il pourrait y avoir des aménagements pour les petites retraites, c'est-à-dire que les petites retraites seraient augmentées dès janvier et les retraites un peu plus importantes ne le seraient pas avant l'été prochain. Est-ce que ça pourrait vous satisfaire ? Mais ça, si vous voulez, ça c'est des économies de bout de chandelle. Ça aussi, ça serait une ligne rouge. Non mais, on vit dans un pays qui a plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Donc moi, je veux bien qu'on passe des mois, chaque budget, à essayer d'aller trouver 200 millions là, 300 millions, à décaler des versements de pension de 3 ou 4 mois. C'est pas ça qui fait une politique économique. Donc moi, je vous l'ai dit, pour affronter ce mur de la dette, il y a évidemment des réformes à faire sur le fonctionnement de l'État pour diminuer les dépenses que je considère être de la mauvaise dépense publique dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans, pour revaloriser le travail. Et de l'autre, évidemment, il faut recréer des conditions favorables à la croissance pour recréer de la richesse. Parce que, si vous voulez, on passe notre temps à gérer une pénurie, mais tout ça ne fait pas une politique économique. Jordan Bardella, invité de la grande interview Europe 1 CNews. Il y a une commission d'enquête sur le budget de la France. Certains suspectent Bercy ou autres d'avoir menti. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a eu un véritable mensonge et non pas une erreur ? Il y a je ne veux même pas dire il y a quelques années, mais il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais sur votre plateau et on était en campagne pour les élections législatives et j'avais demandé un audit sur les comptes de l'État parce que les records tout azimut de dette, de déficit public, de déficit commercial, les nombreuses alertes qui ont été données par d'innombrables économistes sur le dérapage budgétaire de ce gouvernement qui dépense sans compter depuis maintenant 2017, j'avais demandé un audit sur la gestion des comptes publics et sur les comptes de l'État. À l'époque, tout le monde nous avait indiqué pendant la campagne des élections législatives que toutes les données étaient sur la table, que toutes les informations étaient publiques et que tous les éléments concernant la réalité de nos comptes publics étaient connus des Français. On se rend compte que quand M. Barnier est arrivé à la tête de Matignon, il a demandé un audit sur les comptes de l'État en indiquant que ce qu'il avait découvert était extrêmement préoccupant. On a démarré l'année avec un déficit de 128 milliards d'euros. On achève l'année avec un déficit de 50 milliards d'euros de plus. C'est du jamais vu. On a un trou aujourd'hui de 50 milliards dans les finances de l'État. Donc, à minima, il y a eu de l'amateurisme. Et au pire du pire, il y a eu de la dissimulation. Et je pense que la Macronie a cherché à dissimuler la réalité des comptes budgétaires pour maquiller en réalité l'incompétence qui aurait été la leur. Mais l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements dans la gestion des finances publiques fait peser sur les générations futures une dette qui est aujourd'hui considérable. Et je pense que des responsables devront être trouvés. Jordan Bardella, pour récupérer de l'argent, l'État doit-il vendre des participations dans des entreprises comme EDF ou la Française des Jeux ? C'est une question qui peut revenir. Est-ce qu'on doit vendre... Je pense qu'on a des secteurs stratégiques
nos routes, nos infrastructures énergétiques, qui sont des biens publics qui appartiennent à tous les Français. Et moi, je m'élève parce que je suis un souverainiste, parce que je défends le patrimoine public, le patrimoine de tous les Français. Cette politique qui consiste depuis 15 ans à dilapider le patrimoine des Français, à dilapider nos fleurons industriels. On l'a payé très cher, s'agissant notamment d'Alstom, dont la branche électrique avait été vendue aux Américains de General Motors par Emmanuel Macron, là aussi dans des conditions très obscures qui sont sous le coup d'une enquête du parquet national financier. Or, je pense que cette politique qui vise à dilapider en réalité le patrimoine des Français est, à mon avis, néfaste aux intérêts de la nation. L'État va entrer au capital d'Opella, c'est l'information économique de la matinée, et l'État obtient des garanties en termes d'emploi, c'est ce que dit le ministre de l'économie, en termes d'emploi, en termes d'investissement et en termes d'approvisionnement du marché français. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites c'est la vie des affaires. Doliprane, pour résumer, part aux États-Unis, 50% de Doliprane aux États-Unis, ou alors il aurait fallu que Doliprane reste en France. Moi, je suis pour que la France conserve sa souveraineté sanitaire. Alors, Doliprane, en l'occurrence, on ne parle pas de la molécule, on parle des boîtes de Doliprane, mais on a bien vu pendant la crise sanitaire que lorsqu'on est dépossédé de sa souveraineté sanitaire et qu'il y a des crises, des pandémies mondiales, lorsqu'il manque un médicament, eh bien c'est celui qui va payer le plus cher, qui sera en premier lieu bénéficiaire et destinataire de ces médicaments, d'un vaccin, d'un médicament contre telle ou telle forme d'épidémie. Donc moi je souhaite que évidemment ce type d'entreprise puisse rester sous le pavillon de l'État, parce qu'encore une fois, le service public, mais c'est pas toujours fait pour être rentable. Et parfois, il y a des impératifs qui sont liés à la sécurité de l'État, à la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et je pense qu'en la matière, c'est pas ce que coûte une fabrique de Doliprane, c'est pas ce que coûte le Doliprane à fabriquer qui va évidemment impacter de manière massive les finances de l'État. Or, je pense que si demain nous avons évidemment une crise et une nouvelle épidémie mondiale, eh bien, on sera heureux d'avoir cette souveraineté sanitaire. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, on va parler du projet de loi immigration. Une nouvelle loi immigration est prévue pour l'année prochaine, notamment pour transposer en droit national le pacte asile-immigration. Qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord, il y a un double discours de Michel Barnier et de M. Retailleau qui sont très durs sur la question de l'immigration en France, reprenant là des analyses que moi je peux partager, et qui dans le même temps demandent l'accélération de la mise en œuvre de ce pacte migratoire à Bruxelles, contre laquelle j'ai fait campagne, et les Français m'ont entendu faire campagne pendant toute la campagne des élections européennes, parce que c'est un pacte qui prévoit de répartir les migrants qui entrent aux portes de l'Europe dans les différents États membres. Exemple, vous avez des embarcations de migrants qui arrivent en Italie, qui arrivent à Lampedusa, qui arrivent en Sicile, ils sont pris en charge administrativement par l'Union européenne, et ensuite ces demandeurs d'asile sont répartis dans les différents États membres. Je pense donc là une contradiction du ministre de l'Intérieur qui veut durcir le ton sur l'immigration en France, mais qui veut accélérer l'immigration en Europe avec l'accélération de la mise en œuvre de ce pacte. J'entends parler d'une loi sur l'immigration, je pense qu'une loi est nécessaire. Maintenant, c'est la 30e loi sur l'immigration en 30 ans. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une loi pour plus d'immigration ou est-ce que c'est une loi pour moins d'immigration ? La France est aujourd'hui le pays le plus généreux d'Europe et le sujet que moi je mets sur la table, c'est qu'il y a beaucoup de pays autour de nous qui font le choix de la fermeté. Pourquoi est-ce que la France, pourquoi est-ce que notre pays n'aurait pas droit à un contrôle de sa politique d'immigration qui bouleverse les grands équilibres de la nation et qui fait peser aujourd'hui une menace civilisationnelle, sécuritaire, mais aussi économique sur notre pays dans d'innombrables quartiers. Donc, je pense que la France n'a pas vocation à être le pays de tout le monde, au risque demain de n'être le pays de plus personne. Donc, il faut durcir l'immigration, le contrôle de l'immigration. Et la question que je pose à ce gouvernement, passé les effets d'annonce, est-il prêt à remettre en cause l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux clandestins ? Est-il prêt à remettre en cause le regroupement familial qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez en France, lorsque vous êtes pris en charge sur le plan administratif par notre pays, vous pouvez faire venir vos parents, ça a été élargi aux frères et aux sœurs avec la loi Collomb en 2018. Est-il prêt à remettre en cause le droit du sol qui fait que nous avons aujourd'hui une acquisition quasi automatique de la nationalité française sur notre sol, ce qui n'est pas le cas dans certains pays et notamment en Italie. Est-il prêt à remettre en cause le pacte migratoire ? Est-il prêt à mettre en œuvre en
en formalisant cette demande au président de la République, un référendum. Parce que tant qu'on ne réaffirme pas la primauté du droit français sur le droit européen et sur le droit international sur les questions migratoires, il y aura toujours un avis de la Cour européenne des droits de l'homme, toujours une transposition de la Cour de justice de l'Union européenne qui viendra se transposer dans le droit français et qui nous empêchera de renvoyer des gens dans leur pays qui n'ont rien à faire chez nous. Est-il prêt à traiter les demandes d'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ? Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions fondamentales qu'il faut que notre pays se pose. Moi, j'ai des réponses. Nous avons, nous, des réponses. Et passer les effets d'annonce d'un ministre de l'Intérieur dont on a bien compris que le projet et la mission étaient de faire plaisir aux électeurs du Rassemblement national, maintenant, il faut régler les problèmes concrètement. Je voulais vous parler également de votre livre qui va sortir le 9 novembre prochain aux éditions Fayard, un livre très attendu. Des syndicats de la SNCF refusent d'en faire la promotion. Quelle est votre réaction ? C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils font pression, ces syndicats d'extrême gauche, sur la SNCF pour que la SNCF ne diffuse pas une campagne de publicité qui a été négociée par ma maison d'édition. Mais on voit bien là toute l'intolérance, tout le sectarisme, toute cette nostalgie de régime totalitaire qui habite aujourd'hui les esprits à gauche. D'abord, je les remercie parce que ça va très certainement faire de la publicité au bouquin, mais c'est quoi la prochaine étape ? Ils vont brûler mes livres ? Ils vont empêcher les gens d'aller acheter les livres, ils vont faire des manifestations contre la liberté d'expression. Moi, ces dérives, elles m'inquiètent et permettez-moi de m'indigner de cette dérive extrêmement préoccupante aujourd'hui de toute cette partie de la gauche, plébiscitée, légitimée par la France insoumise qui soutient les demandes de ces syndicats et qui fait pression sur une grande entreprise publique pour que mon livre ne soit pas, qu'on ne fasse pas la publicité de mon livre dans ce qui apparaît comme une campagne publicitaire parfaitement normale de tout un chacun qui écrit un livre. Donc c'est extrêmement inquiétant pour la liberté d'expression, c'est extrêmement inquiétant pour la démocratie et moi j'appelle évidemment les Français à ne pas se laisser intimider par ces manips d'extrême gauche. J'ai voulu écrire ce livre parce que je crois que les écrits, ça reste, contrairement à des émissions de télé ou des émissions de radio qui sont très très vite balayées par d'autres émissions. J'ai voulu emmener les Français avec moi dans les coulisses de cette année électorale, de cette année 2024 absolument rocambolesque que nous avons connue. Et puis, j'en ai un petit peu assez que je vis un peu comme une injustice le fait d'être critiqué ou attaqué pour des idées qui ne sont pas les miennes. Et donc en me lisant, les Français comprendront véritablement les idées qui sont les miennes. Il y a une partie personnelle. Oui, il y a une partie personnelle parce que quand on fait de la politique, il faut aussi savoir se livrer et derrière nos costumes de responsables politiques, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens ordinaires. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Je me suis engagé politiquement très tôt parce que je ne voulais pas que tout mon pays ressemble au quartier dans lequel j'ai grandi, qui est, je crois, aux avant-postes de l'insécurité, du communautarisme, de l'islamisation. Et j'ai voulu donc partager dans ce livre à la fois mes sentiments, mes joies, mes peines, et puis emmener un petit peu les Français dans le cockpit. C'était la grande interview de Jordan Bardella sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci, monsieur Desarmes. Merci. Bonne journée à vous.